Salut Charles, bienvenue dans les coulisses du Web3 et merci pour ton temps. Tu as rejoint Ledger en 2017 et tu es aujourd'hui CTO de Ledger. Euh, l'ép- L'idée de l'épisode, c'est pas rentrer dans la technique pour pas perdre les auditrices et les auditeurs, parce qu'il y a déjà plein de contenu pertinent qui a été publié en ligne sur le sujet de la récente polémique, mais plus aller dans les coulisses peut-être de la crise récente que vous avez traversée avec Ledger, comment vous l'avez gérée interne et comment vous l'avez surmontée. Pour rappel, Ledger, vous fabriquez des hardware wallets, donc c'est des supports physiques qui permettent de stocker des crypto-monnaies dans le but de les sécuriser. Et le 16 mai dernier, vous avez annoncé le lancement d'une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Recover. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux rappeler ce que permet la fonctionnalité Recover et la chronologie des faits concernant le lancement de cette fonctionnalité? Yes, salut Gary, et puis merci de m'accueillir dans le show, dans le podcast. Donc oui, moi je suis CTO de Ledger, et j'ai rejoint Ledger maintenant il y a plus de 5 ans, et mon background c'est la cryptographie, la sécurité, surtout ces domaines qui sont pas mal les domaines de Ledger, ça tombe bien. Du coup, oui, effectivement, on a lancé le Recover il y a quelques semaines. Au final, bon, je vais revenir un petit peu sur les détails du lancement ou pas lancement. Et en fait, ce dont on se rend compte dans le Web3, dans la blockchain, c'est que il y a une vraie question de faire en sorte que l'UX soit la plus simple possible. Le cœur de métier de Ledger, c'est la sécurité en premier, parce que quand tu as des crypto-assets, que ce soit des bitcoins, des Ethereum, des NFT, enfin, quelques types d'assets qui vivent sur une blockchain, il y a vite un problème de sécurité qui vient, parce que je pense déjà l'éthos de la blockchain, c'est d'être vraiment propriétaire de ses assets, de pas avoir à reposer sur un tiers, tel un exchange et autres. Et donc l'autogarde ou la self-custody, c'est quelque chose qui est vraiment importante. Mais avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Une fois que tu es vraiment propriétaire de tes assets, donc de tes NFT, de tes bitcoins, bah, tu as une grande responsabilité dans le sens où si tu perds ta clé privée, si tu perds donc tes credentials blockchain, disons, et ben tu perds l'accès à tes bitcoins, à tes NFT, et il n'y a pas d'entité centrale qui va pouvoir te redonner l'accès à ces assets. Donc c'est pour ça que la sécurité c'est quelque chose de très important. Il faut éviter de perdre sa clé, il faut éviter qu'un attaquant mette la main dessus. Aussi, il y a quelque chose dans les blockchains qu'on appelle l'immutabilité, qui fait que si un jour un attaquant met la main sur ta clé, il va pouvoir faire une transaction, vider l'ensemble de tes comptes, et donc il y a personne, tu vas pas pouvoir aller toquer à la porte de ta banque pour dire non, non, c'est pas moi qui ai fait cette transaction, est-ce que vous pouvez revert la transaction. C'est quelque chose qui est pas possible dans les blockchains avec le crypto asset. Et du coup, c'est pour ça que la sécurité, c'est important. Ceci étant dit, une fois que tu as compris ce truc-là, et ben, tu es obligé de rentrer dans le monde compliqué de la cryptographie, de comment tu fais pour gérer des clés privées, etc. Et ben ça, du coup, c'est les geeks qui sont bons en cryptographie en sécurité, ben, ça leur fait pas peur. Mais les nouveaux entrants dans le domaine qui sont intéressés par cette idée, pour différentes raisons, hein. Il y a une partie de spéculateurs, évidemment, mais il y a aussi des gens qui sont vraiment intéressés par l'idée de vraiment posséder ces assets, de pas avoir à reposer sur les banques. Il y a des gens qui sont intéressés typiquement par l'idéologie de Bitcoin, de dire d'avoir un nombre, un supply fini qui est déjà comment dire défini par l'algorithme, etc. Donc en fait il y a plein de raisons pour lesquelles on a envie de rentrer dans cet écosystème, et on n'est pas forcément un cryptographe et très fort en sécurité et pour gérer ses clés privées. Et du coup c'est en partant ce constat que bah, à Ledger, ce qu'on essaie de faire toujours encore, c'est d'avoir toujours la base de sécurité qui fait que nos utilisateurs ne vont pas perdre leur asset, mais de faire en sorte de rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible. Et ça, en fait, c'est pas si simple. Il y a quand même pas mal de frictions aujourd'hui quand tu utilises du Bitcoin ou des NFT qui font que bah, il y a des choses qui sont compliquées. Donc typiquement, quand tu as un hardware wallet, ce qui reste un petit peu la meilleure stratégie de sécurité, disons, pour gérer tes assets, tu as des points de friction autour de l'onboarding. Qu'est-ce que c'est de créer un nouveau compte, donc de rentrer dans le hardware wallet, quoi, dans ce monde-là. Donc là, on a fait pas mal d'efforts avec Ledger Live, l'expérience Ledger Live. On a fait aussi des avancées avec Ledger Stacks, qui est un device avec un plus grand écran et un écran tactile, donc qui rend l'UX
plutôt meilleure. Et ensuite, on se dit, il y a encore un autre point de friction qui est important, c'est celle du backup de tes 24 mots. Donc l'idée de quand tu onboard dans le monde de la crypto, que ce soit avec un hardware wallet ou n'importe quel type de wallet, tu as besoin d'avoir un backup de tes clés privées. Et pour ce faire, il y a un standard qu'on appelle BIP39 qui fait que au lieu d'avoir une clé privée qui est une longue liste une longue chaîne de 0 et de 1, on les met dans un format qui est human readable, c'est-à-dire qu'on les transforme en 24 mots prédéfinis dans un dictionnaire, qui font que tu vas faire le backup de ces 24 mots, et si un jour tu perds ton hardware wallet, tu perds l'accès ou tu perds ton PIN, tu peux récupérer ces 24 mots, le récupérer, utiliser ce backup sur n'importe quel type de wallet, que ce soit un hardware wallet ou un software d'ailleurs, et retrouver l'accès à tes comptes. Donc c'est quand même assez pratique, ce qui fait que tu peux perdre ton device et tu vas pas forcément perdre l'accès à tes comptes. Néanmoins, pour les nouveaux utilisateurs, c'est quand même un point de friction. Qu'est-ce que je fais de ces 24 mots? Je les ai générés sur mon device, ok, ils sont sécures, ils sont sécurisés dans mon device, mais tu me dis que si jamais je les perds et que je perds mon device, je perds accès à mes fonds. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je les stocke? Qu'est-ce qui se passe donc si je les stocke? Donc nous, on recommande de les écrire sur un bout de papier et ensuite de gérer toi-même tes 24 mots. Et en fait, il n'y a pas de... Je veux dire, souvent on me demande qu'est-ce que tu fais de tes 24 mots. Mais en fait, ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu attends de ton backup, combien d'argent tu gères, est-ce que c'est beaucoup pour toi ou pas, est-ce que tu veux pouvoir recover, est-ce que tu veux pouvoir récupérer tes comptes sur un device genre en moins de 2 heures, ou est-ce que le temps c'est moins un problème, est-ce que tu veux gérer tes questions d'héritage, qu'est-ce qui se passe si tu meurs, est-ce que tu veux être le seul à avoir accès à ces 24 mots? Est-ce que tu veux de la redondance? En fait, il y a plein de questions à se poser qui fait qu'il n'y a pas de réponse simple pour tout le monde à cette question. Et au final, quand on discute avec les utilisateurs, beaucoup d'utilisateurs n'ont pas envie en fait de s'embêter avec ces 24 mots. Ils voudraient que ce soit le plus transparent possible, que effectivement il y a un backup. Le jour où ils perdent leur device, ils perdent leur PIN, ils peuvent retrouver accès à leur compte. Mais par contre, ils n'ont pas envie de se poser toutes les questions que je viens d'exprimer et d'y répondre et de trouver la solution qui va bien et qui répond à toutes ces questions. Qu'est-ce qui se passe si donc tu as stocké tes 24 pots dans ton papier et ta maison brûle et les 24 pots étaient dedans? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même plein de questions à se poser qui font que ce problème n'est pas simple et il faut trouver une solution. Donc nous, on travaille sur ce sujet avec plein de solutions différentes, mais la solution qu'on a voulu mettre en avant et celle qu'on a annoncée récemment, je reviendrai un petit peu sur l'annonce, c'est Ledger Recover. Donc, Ledger Recover, l'idée générale, c'est de se dire, donc au moment où tu onboard sur un nouveau device, donc tu reçois ton hardware wallet, tu rentres, tu vas sur Ledger Live, tu passes au travers tous les messages d'éducation qui essaient d'expliquer comment les choses fonctionnent, et tu arrives au moment des 24 mots, et là tu peux les écrire sur ton bout de papier pour les avoir en local, et ensuite tu peux souscrire à un service qui s'appelle Ledger Recover, et le principe de ce service, c'est de se dire, si jamais tu perds tout, tes 24 mots, ton device, l'accès à tes comptes, tu vas pouvoir te reloguer sur ce service et qui va te redonner accès à tes comptes. La manière dans laquelle que ça marche, je vais essayer d'expliquer sans rentrer trop dans la technique, c'est de se dire, bon, on va faire un backup chiffré et sécurisé de ces 24 mots. On va les envoyer à 3 tiers de confiance qui s'appellent Ledger, qui s'appelle CoinCover et qui s'appelle Escrotech. Et chacun des 3 va avoir un tiers de la cible. En vrai, c'est pas vraiment un tiers, parce que si tu as juste un tiers, tu as 0 information. Mais par contre, si tu as 2 tiers, 2 parmi 3, là, tu peux reformer le secret à l'intérieur du device. Et donc, tu vas t'identifier auprès de ce service en montrant tes papiers d'identité, en passant à travers un process d'identification comme Onfido et Tessie, qui sont 2 providers différents, histoire que le service te reconnaisse au moment où tu fais ton backup, et le jour où tu as tout perdu, tes 24 mots, ton device, et que tu veux retrouver accès à tes comptes, tu as juste besoin de repasser ces steps d'identification qui vont renvoyer ta clé, ton backup, tes 24 mots, à l'intérieur de ton device et te redonner accès à tes comptes. Voilà un petit peu là pour donner un petit peu un
en résumé l'idée de pourquoi on fait ça et un petit peu comment ça marche. Merci beaucoup. Alors, pour rappel un peu des faits, donc quand vous avez annoncé le lancement de cette fonctionnalité, ça fait beaucoup de bruit, notamment sur Twitter. Je crois qu'il y a eu 1 million de retweets en 24 heures. Il y a des gens qui carrément prenaient des ledgers, des coups de marteau dedans. Bon, voilà, ça montre aussi à quel point la crypto-sphère est très sensible à ce type d'annonce. Comment vous l'avez interprété au sein de Ledger? D'ailleurs, est-ce que vous y attendez à une telle réaction de la communauté? Alors, il y a eu pas mal de débats en interne avant, du coup, en se demandant comment on va faire le lancement de ce service. Est-ce que tout le monde va être content d'avoir ce service? Et il y a quelque chose qu'on avait pas mal, assez bien anticipé, et moi j'étais assez d'accord avec l'analyse, c'était de se dire qu'il y a des hardcore users, ce qu'on appelle un peu les maxis, mais c'est un petit peu réducteur de juste parler des maxis. Il y a des gens qui savent gérer leurs 24 mots et qui aiment être en complète autonomie. Et on s'est dit, bah, eux, ils vont pas être contents dans le sens où ils vont pas aimer ces services. Ils vont dire que ça dévoie un petit peu la self-custody, etc. Ce qui est un argument qui peut s'entendre, hein. Mais à l'époque, on s'était dit que ben ils ont juste à ne pas souscrire à ce service et tout va bien pour eux et tout va bien pour. En fait, l'idée c'était de dire on laisse le choix, on donne une option. Si tu aimes bien ce service et que tu penses qu'il te rend service, eh ben tu peux y souscrire. D'ailleurs, il est pas gratuit, hein, il est payant. Et par contre, si tu es complètement à l'aise avec gérer tes 24 mots tout seul, eh ben tu peux continuer tout comme avant. Donc ça, c'était le truc qu'on avait anticipé. Et bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est pas tout à fait ça. En fait, du coup, en fait, on avait prévu de le lancer en bonne et due forme. Je me souviens plus des dates, la semaine d'après, donc mardi, mercredi, en expliquant un petit peu, enfin, le pourquoi, le comment, l'ensemble du service. Mais étant donné que, enfin, ce qu'on voulait, c'est que lorsqu'on lance le service, que ce soit possible de l'utiliser le plus tôt possible. Et du coup, pour ce faire, il faut faire une petite modification dans le firmware, donc le code qui tourne à l'intérieur du device que nous on développe, histoire que ce firmware soit capable d'utiliser le service. Donc du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait cette modification et on l'a déployé, on l'a mis en production, comme on dit. Et du coup, dans ton Ledger Live, il y avait la possibilité de télécharger la nouvelle version du firmware. Et comme on fait à chaque fois qu'on fait des modifications de firmware, on a fait une release note, c'est-à-dire qu'on explique qu'est-ce qu'il y a de différent dans cette nouvelle version de firmware, qu'est-ce qu'on a changé, est-ce qu'il y a des fixes de sécurité. Et du coup, il apparaissait dans cette release note, un petit peu pour la première fois au grand public, en tout cas à nos utilisateurs, l'idée de Ledger Recover qui la capacité technique pour le firmware d'implémenter ce service Ledger Recover. Et en fait, c'est comme ça que le public a commencé à être comment dire, en contact avec Ledger Recover, même si on en avait un petit peu parlé pendant les mois qui ont passé précédemment, mais les personnes avaient vraiment prêté attention aux petits indices. C'était plus que des indices, puisqu'on avait on n'avait pas annoncé officiellement, mais dans différents podcasts, Pascal, Yann et moi, on a parlé assez régulièrement, sans donner les détails de comment ça marchait, etc. Mais on avait expliqué un petit peu que ce truc allait arriver. Mais il y avait eu assez peu d'intérêt de personnes d'ailleurs. Et donc là, par contre, donc les utilisateurs commencent à voir ce truc, cette release note, et là, il rentre une spéculation gigantesque sur qu'est-ce que c'est que cette chose. Et vu qu'il y avait assez peu d'informations sur le service en lui-même, c'était quasiment que la release note. Donc là, il y a eu toute une spéculation. Genre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et du coup, dès qu'il y a de la spéculation, il y a du FUD. Ce qu'on appelle le FUD, c'est de la peur, de l'incertitude et du doute. Donc, il y a eu une période de FUD autour de ça. Et du coup, là, on s'est dit, donc c'était la semaine d'avant le lancement un petit peu officiel qu'on avait prévu. On s'est dit, bah là, on peut pas attendre la semaine prochaine. Il faut qu'on réponde à toutes ces questions, ces incertitudes. Et du coup, on s'est dit, on va le lancer officiellement. Et donc là, c'est là qu'on a fait le tweet officiel de Ledger, dans lequel on a fait une petite vidéo de 1 minute ou 2 pour essayer d'expliquer les grandes lignes, que ça changeait pas ce que je viens de te dire. Et ben là, du coup, c'est là qu'un petit peu est encore plus partie la polémique. Et en fait, il y a eu plusieurs questions. Donc la première question, c'était celle que j'avais anticipée, enfin qu'on avait anticipée. Donc bah, ceux qui veulent pas le service et qui trouvent que c'est pas un bon service pour eux. Ce truc-là, on a assez rapidement
défuse. Je ne sais plus parler français, désolé, on a assez facilement désamorcé cette partie-là en expliquant, voilà, tu n'aimes pas le service, tu l'utilises pas et il n'y a pas de problème, quoi. Et à la suite de ça, il y a eu une deuxième variation, genre est-ce qu'on ne pourrait pas faire un deuxième firmware ou un deuxième device parce que le simple fait qu'il y ait du code dans le device, ça nous pose problème. Là, du coup, c'est un petit peu là, quand on a vu ça, on était un petit peu on savait pas trop quoi répondre dans le sens où en fait, il y a plein de code dans nos firmware qui fait plein de choses différentes, qui fait plein de services de cryptographie différentes. Et chaque utilisateur, on utilise ou pas selon s'il utilise Ethereum, Bitcoin, Stellar, le staking. Enfin, il y a tout un tas de fonctionnalités et la plupart des utilisateurs en utilisent seulement 5%. Et quand on rajoute une nouvelle fonctionnalité pour Ecoer, c'est un peu la même chose. On rajoute une fonctionnalité de sécurité qui a accès aux clés parce qu'il y a besoin d'accéder aux clés pour faire toutes les opérations dont je viens de parler. Et donc, il n'y a pas grand-chose de différent. On a dû pas mal expliquer ce truc-là. Et ensuite, il y a eu une deuxième question qui m'a par contre un petit peu déstabilisé dans le sens où je m'y attendais pas du tout. C'était des utilisateurs qui ont commencé à être complètement surpris que ce soit possible d'accéder, de faire cette fonctionnalité. Dans le sens où je sais pas quel était exactement le modèle mental ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait donc des utilisateurs en question. Et ils avaient l'impression que le firmware, donc que les 24 mots étaient bien dans le device, mais que le fait que le firmware puisse y accéder, c'était un truc qui n'était pas complètement clair. Bon, pour nous qui sommes très tech et qui développons les choses, c'est tout ça est très clair et évident. Et du coup, quand on a vu ces questions arriver, on était assez surpris. Oui, évidemment, le firmware, l'operating system qui tourne dans le device, il a accès aux 24 mots, il a accès aux clés, parce qu'il en a besoin. Tu en as besoin quand tu fais des signatures, tu en as besoin quand tu veux générer une adresse publique pour recevoir des bitcoins, tu en as besoin lorsque tu fais une interaction avec un smart contract, tu en as besoin, en fait, dès que tu utilises ton device, en fait, ton device ça va faire quelque chose avec tes clés. Il y a pas de jeu dans le device, donc donc toutes les interactions que tu vas faire avec le device, c'est des interactions qui utilisent les clés, et donc forcément l'OS il a besoin d'accéder aux clés. Juste nous dans le modèle, le modèle utilisateur, c'est à chaque fois que le device va utiliser tes clés, il va te demander est-ce que tu es d'accord pour faire du staking, de l'interaction smart contract, etc. Et on essaie chaque fois de décrypter au plus proche ce qui est demandé, enfin ce que le device va faire pour demander à l'utilisateur son consentement. Parfois, il y a des interactions qu'on ne sait pas décrypter, dans le sens où on ne sait pas les interpréter. Je pense particulièrement à certains smart contracts sur Ethereum qui sont complexes et qu'on supporte pas. Du coup, en fait, on aurait deux choix dans ce cas-là. Soit on donne pas la possibilité à l'utilisateur d'interagir avec ce smart contract parce qu'on ne sait pas le décoder et on ne sait pas ce que ça va faire. Ou soit on autorise le blind signing. Du coup, en fait, ce qu'on a fait dans la Ethereum, c'est de rajouter une option qui s'appelle blind signing. Je crois qu'il a changé de nom récemment, c'est plus comme ça, mais l'idée est là, de sorte que si vraiment tu veux interagir avec un smart contract que le device ne sait pas décoder, on va l'autoriser, mais par contre le consentement qu'on va te demander, il va être pas clair pour toi. Tu vas pas être capable de comprendre ce que tu es en train de signer. Donc, en fait, vraiment, le modèle de notre hardware wallet, c'est vraiment celui-là. L'OS va accéder à tes clés pour faire tout un tas de choses, mais quand quand le device a besoin d'accéder aux clés, il va te demander ton consentement pour faire une opération. Et dans les quelques cas, c'est particulièrement le cas sur Ethereum, où on ne sait pas décoder l'action, là, tu es obligé de... Êtes-vous vraiment sûr de vouloir faire cette interaction? On ne sait pas la décoder. Donc, voilà, ça c'est vraiment le modèle de sécurité, et c'était quelque chose qui apparaissait pas complètement clair pour l'ensemble des utilisateurs, et moi j'ai dû pas mal expliquer cette histoire. Okay. Et enfin, il y a eu un dernier débat celui-là on y avait plus ou moins pensé, qui était un petit peu moins fort, mais qui a eu lieu. C'était, étant donné qu'il y a donc les 3 tiers qui ont un tiers des 24 mots, je fais simplifier, disons, qu'est-ce qui se passe si des gouvernements demandent d'accéder à ces tiers, quoi, et donc s'ils veulent y accéder, qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce qui se passe, c'est simple. Évidemment, les gouvernements, les États, ils ont la force de loi. Donc si vraiment, nous, on fait partie des tiers, si vraiment on est obligé par un juge, etc. On va se battre pour éviter de devoir le faire. On va pas, voilà. Mais si vraiment
la loi s'impose à nous et qu'on doit libérer un des tiers, du coup, on serait obligé de le faire. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si deux ou trois gouvernements, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des tiers dans des pays différents, justement, pour limiter un petit peu ces risques-là. Qu'est-ce qui se passe si deux ou trois gouvernements États demandent d'accéder à ton tiers de seed qui serait dans les trois. Donc, techniquement, d'un point de vue cryptographie, oui, effectivement, c'est possible si deux États ou trois États se mettent d'accord pour récupérer ta seed, bon, probablement ça voudrait dire que tu as fait du terrorisme, je sais pas, mais en tout cas, techniquement, c'est possible de faire ça. Et si vraiment, si vraiment tu es un terroriste et tu veux te prémunir évitons le terrorisme, c'est mieux. Si vraiment tu veux te prémunir de ce genre de menaces, soit tu n'utilises pas ce service. Bon, du coup, on retourne à l'étape précédente, ou soit tu peux aussi rajouter une passphrase. Donc ça, c'est t'as les 24 mots, et dans le standard BIP 39, tu as la possibilité d'avoir un 25e mot que toi seul tu te souviens. Et du coup, si tu utilises une passphrase, du coup, les gouvernements en question pourraient récupérer ces 24 mots, mais pas le 25e, et du coup ne pourraient pas accéder à tes comptes. Bon, voilà un petit peu l'ensemble de tous les débats qu'il y a eu, et tout ça s'est concentré en 2 jours ou 3 jours. J'ai dû répondre à tout un tas de questions. Comme je te disais, le premier, j'étais assez prêt. Je savais qu'on aurait des critiques de ce côté-là, et je me disais, il suffit d'expliquer que si tu n'aimes pas le service, tu l'utilises pas. Le troisième, la résistance à la censure des gouvernements, ou ce genre de choses, on y avait un peu pensé. C'est pour ça qu'on a utilisé des tiers dans 3 juridictions différentes, et qu'on en utilise 3 et pas un seul. On avait quand même pensé à ça. Néanmoins, il y a eu pas mal de questions, donc du coup, on y a répondu. Encore une fois, tu as soit la possibilité de ne pas utiliser le service, si tu l'aimes pas, enfin, si dans ta tête, tu veux vraiment être sûr qu'il ne va pas y avoir 3 États qui vont se mettre contre toi pour récupérer ta seed, tu peux soit ne pas utiliser le service, ou soit rajouter un 25e mot. C'est les choses qui sont possibles. Par contre, le débat du milieu, de dire comment est-ce possible techniquement d'implémenter ce service, là, je t'avoue, j'étais surpris. Est-ce que moi, mon résumé de tout ça, c'est de me dire, en fait, il y a un truc qu'on n'a pas complètement bien réussi dans notre travail d'éducation de comment ça marche la blockchain, comment ça marche le Bitcoin, comment ça marche la hardware wallet. Et du coup, ça a été l'occasion de remettre les points sur les i de ce point de vue. Complètement. Mais justement, je te propose de revenir sur ces différents points. Et après, on ira un peu dans dans les coulisses en interne, comment vous avez géré cette crise. Mais c'est vrai que même c'est vrai que d'un point de vue tech, ça peut s'entendre. Moi, je suis pas assez tech justement pour vérifier ce que tu dis. Mais c'est vrai que je me dis en tant que consommateur, une solution, ça aurait pu être de créer un autre hardware wallet comme ça. Il n'y a même pas de questions à se poser en fait. Et là, ça serait limite plus du marketing que de la tech. Mais au moins, la question se serait même pas posée. Est-ce que du coup, vous avez envisagé ça en interne à la base, ou du coup, c'est une question qui est arrivée par la suite? Alors, ça, en fait, c'est un petit peu des questions qu'on a quasiment à chaque fois qu'on sort une nouvelle feature. Moi, je me souviens, il y a très longtemps maintenant, quand on a commencé à intégrer Ethereum dans le device, parce qu'au début, il faisait que Bitcoin, le device. On avait déjà la vision d'avoir une plateforme sur laquelle on va loader des apps, et donc on avait qu'une app au début, c'était Bitcoin. Et ensuite, quand il y a eu Ethereum, du coup, on a développé l'app Ethereum, et à ce moment-là, on a eu un énorme débat du même genre. Bon, moins énorme dans le sens où l'écosystème était plus petit, mais en tout cas, les maxi, entre guillemets, enfin, des bitcoiners de l'époque, ils ont pushback assez fort contre l'idée d'avoir Ethereum. Et c'est pareil, on a eu des débats de est-ce qu'il faudrait pas faire un device à part, et en fait, la réponse est simple, hein. T'aimes pas l'app Ethereum, tu l'installes pas et tout va bien, quoi. Et effectivement, dans l'OS, il y a de la cryptographie qui peut potentiellement supporter Ethereum. Mais si tu t'installes pas l'app Ethereum, ou si même si tu l'installes et que tu n'utilises pas Ethereum, ça ne change rien pour toi. T'es toujours. Parce que ouais. Dans le cas là de Recover, toi, tu peux supprimer en fait la fonctionnalité Recover de ton Ledger. En fait, t'es pas obligé de l'avoir au même titre que l'application Ethereum, ou? Alors en pratique, non. Donc pour les apps, on peut faire ça. Pour Recover, en fait, on a besoin techniquement que cette fonctionnalité soit dans l'operating system, donc direct dans l'OS, et pas que ce soit une app. En gros, l'app qui gère l'app qui gère Recover, c'est ce qu'on appelle l'app dashboard, qui est un petit peu la main app, et celle que tu es obligé d'avoir, et celle que voilà. Et d'ailleurs, c'est là où justement il y avait un débat peut-être côté effectivement, utilisateur. il y a eu ce débat aussi. Bon, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que
pour s'assurer d'avoir un plus grand niveau de confiance des utilisateurs envers Ledger, parce qu'en fait, c'est surtout une question de confiance au final. Bien sûr. Pour la sécurité de la chose, comment dire, les utilisateurs et l'écosystème fait confiance à Ledger sur la sécurité de nos devices parce que ça fait 8 ans qu'on est là et on est factuellement la solution la plus sécure de l'écosystème parce que voilà, le temps le prouve. On améliore tout le temps la sécurité de nos produits. On a une équipe interne dont c'est le travail tous les jours d'essayer d'améliorer la sécurité de nos produits en trouvant des vulnérabilités. On passe des certifications de sécurité externe. Bref, on se donne beaucoup de mal pour toujours améliorer la sécurité et faire en sorte de le prouver. Néanmoins, on se dit, quand ce genre de drama, entre guillemets, arrive, ce qu'on se dit, c'est que comment on fait pour donner davantage de confiance aux utilisateurs dans Ledger? Ce qui vient assez rapidement à l'esprit, c'est qu'il faut qu'on accélère un petit peu toute la partie open source, parce qu'on a toujours pensé qu'il fallait qu'on soit le plus open source possible, et de sorte que les utilisateurs, en tout cas surtout les experts, puissent vérifier les assertions que nous on fait, parce que effectivement si on peut pas vérifier le code, on est obligé de faire un petit peu plus confiance à Ledger. Néanmoins, même quand c'est open source, au final, tu as quand même un degré de confiance dans le vendor. Bon, du coup, on a toujours pensé que c'était important d'être open source. La plupart de notre code est open source. Toutes nos apps qui tournent sur le device sont open source. Le SDK est open source. Ledger Live est open source. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont open source chez nous. Mais par contre, l'operating system en lui-même, il n'est pas complètement open source parce que en fait, on utilise un secure element, la technologie smart card, et en fait, on a un NDA avec notre fournisseur de secure element, qui fait que on ne doit pas révéler aucune information sur comment fonctionne leur circuit, parce que c'est un petit bijou technologique de point de vue sécurité avec des contre-mesures dans tous les sens. Il y a beaucoup d'IP. Eux, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'ils n'ont eu de cesse que d'améliorer la sécurité de leurs produits. Ils ont investi des millions et des millions chaque année pour ça. Du coup, si nous, on commence à être complètement open source et qu'on explique comment fonctionne leur circuit, du coup, ils ont un problème d'IP. En fait, c'est pour ça qu'ils nous empêchent d'être complètement open source. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte d'abstraire toute la partie circuit et désolé, ça devient un petit peu technique, et se contenter d'open sourcer seulement la fonctionnalité de notre OS. Tout ce qui est blockchain related, Bitcoin related, tout ça, on a techniquement le droit, et du coup, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Du coup, on commence avec Recover. On est en train de travailler pour faire en sorte que l'implémentation de Recover, qu'elle soit bien modulaire et qu'on puisse la sortir, qu'elle ne dépende pas du circuit, du coup qu'on ne soit pas en contradiction avec le NDA, mais que par contre les utilisateurs et les experts puissent vérifier nos dires. Et d'ailleurs, on a commencé par le white paper. Le white paper, c'est un PDF, disons, c'est un PDF qui doit faire une trentaine de pages, dans lequel on explique dans le détail l'ensemble de tout le protocole cryptographique, comment ça fonctionne. Et du coup, ça fait deux choses. Ça permet, aux cryptographes qui ont la capacité de le comprendre, de le critiquer, de nous donner du feedback pour potentiellement l'améliorer. Pour l'instant, on a eu surtout des bons feedbacks, donc on est content. Et aussi, ça permet aux développeurs de se dire, ok, moi j'aime bien ce mécanisme, mais je vais pouvoir implémenter les backup providers de mon côté. Donc là, si toi, t'as envie d'utiliser Recover, mais sans avoir l'abonnement, juste les stocker toi-même dans tes serveurs à toi, en fait, tu as juste, entre guillemets, à lire le white paper et à implémenter la partie serveur de l'autre côté. Et du coup, tu peux implémenter cette fonctionnalité de manière autonome, la plus autonome possible. Et d'ailleurs, dans ce qu'on va faire dans la partie rendre open source notre code, on va aussi donner un petit peu des outils qui permettent de faire ça le plus facilement possible. Bon, il faudra toujours être un développeur, mais en tout cas, on va donner la possibilité de le faire plus facilement. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de la partie un peu éducation. Je pense aussi peut-être qu'il y a eu un problème de communication. C'était un tweet que vous aviez publié qui disait qu'une mise à jour du firmware ne pouvait pas extraire les clés privées du Secure Element. Et après, un autre tweet justement qui disait le contraire, un tweet récent. Peut-être ça aussi qui a un peu créé de la confusion chez l'utilisateur par rapport à l'extraction des clés privées. Oui, bien sûr. En fait, quand on est dans cette période où tout est enflammé, du coup, on va, certains tweetos vont retrouver des vieux tweets qui ont été
qui ont été faits par le customer support, il me semble, il y a très longtemps, et les comparer à d'autres en sortant de tout contexte. Donc, potentiellement, il y a pu avoir une erreur d'un customer support, mais aussi il y avait une question de contexte, etc. Et du coup, effectivement, celui qui trouve ces deux tweets qui est mis à côté, du coup, ça remet une pièce dans la machine. Ok, Ledger essaie de nous cacher quelque chose. Bon. Il y a un petit peu, il y a un côté Twitter qui incentivise, je sais pas, bon, qui fait en Incentive, sorte, qui incentive le drama. En fait, sur Twitter, plus tu crées du drama, plus tu vas avoir de vues, etc. Parce que bien sûr. l'algorithme cherche comment dire, à maximiser les vues, et on dirait que ça en dit beaucoup sur les humains, disons. Les humains aiment bien le drama, on dirait. Donc il y a ce truc-là, plus l'écosystème crypto qui aime bien ça. Et en plus de ça, là en ce moment, ça manque de news. Alors du coup, dès qu'il y a une news, toutes les choses sont beaucoup plus amplifiées. Mais par contre, ce qu'on a vu, c'est que une news en a chassé une autre. On a passé, je sais pas, 4-5 jours à être submergé est-ce que Ledger est pas devenu le mal. Puis ensuite, il y a eu Binance qui était attaqué par la SEC, et on était passé sur autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai que ça allait vite. C'était un gros mois. Et je me demandais d'ailleurs, on parlait justement du fait que tu peux avoir un 25e mot. Donc c'est top, hein, c'est-à-dire que si il y a des problèmes de juridiction qui se mettent d'accord, les fonds de l'utilisateur seraient quand même, seraient bloqués, ne pourraient pas être récupérés par un tiers. Mais par contre, si CoinCover et Escrow, par exemple, collaborent, alors quand je dis collaborent, ça peut être dans le cadre d'une fuite ou d'une fraude interne ou d'un hack, et même d'ailleurs avec Ledger, est-ce que qu'est-ce qui se passerait s'il n'y a pas justement de 25e mot? Bon, du coup, pour éviter ce genre de choses, ce qu'on a mis en place, c'est différentes choses. La première, c'est déjà d'avoir des entités légales indépendantes. Il y a aucun lien entre ces trois entités, à part un lien contractuel de rendre le service Recover. Parce que là, c'est des entités à part qui sont dans des juridictions spécifiques. Ensuite, il y a toute une sécurité organisationnelle sur comment on gère ces backups, etc. Ensuite, techniquement, on a développé tout un système qui est basé sur des HSM, donc Hardware Security Module, qui font que, en fait, même CoinCover, s'ils essaient de sortir les choses qu'il y a dans le HSM, ils peuvent pas, parce que il y a un véritable il y a un problème technique, c'est il faut casser le HSM en fait. Le HSM, ça ressemble un peu à un secure element, plus gros côté serveur, et c'est fait de sorte que les secrets qui sont stockés dedans, on puisse pas les sortir. Donc en fait, les acteurs sont là pour opérer le service, mais ils ont techniquement pas accès aux morceaux de secret, aux tiers de secret. Et la dernière chose, c'est que on a rajouté une clé qui fait que c'est pas possible de recover en dehors d'un device ledger. Donc c'est un petit peu toutes les mitigations qu'on a mis en place pour éviter les schémas catastrophes que tu mentionnes. Et enfin, il y a une assurance aussi. Il y a une assurance qui est à hauteur de 50 000 dollars, je crois, ou euros, qui fait que si tu peux pas récupérer tes fonds pour une raison ou pour une autre, et que c'est la faute du service, t'es indemnisé à hauteur de 50 000 dollars. Ça marche. Je te propose qu'on aille un peu dans les coulisses au sein de Ledger, comment ça s'est passé en interne, comment ça a été... est-ce que tu peux expliquer un peu les premières heures suite à la publication, comment vous avez perçu la nouvelle, quelles sont les décisions que vous avez prises, comment vous avez réagi Alors là, c'est les choses où ça va très vite. Moi, je me rappelle, je me réveille le matin à 7 heures, un peu plus tôt dans mon lit, et je vois un message de quelqu'un de mon équipe qui me dit qu'il y a ça qui est en train de popper sur Reddit. Bon, il n'y avait pas encore beaucoup de bruit, mais je me suis dit, oula, la journée commence potentiellement pas très bien. Donc après, du coup, on monitore un petit peu, on regarde si les choses s'amplifient ou pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit. Au bout d'un moment, on comprend que les choses s'amplifient beaucoup, et il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup de FUD, là, comme j'expliquais tout à l'heure, et que du coup, il faut qu'on réagisse. On peut pas juste... parce que parfois, ça arrive parfois qu'il y a des utilisateurs soit un petit peu malveillants, ou soit qui n'ont pas bien compris, voilà, qui lancent un sujet, et un sujet qui est soit faux, enfin, tu vois, qui est juste pour créer un petit peu de l'incertitude. Et
Et souvent, ça va nulle part. Le truc s'arrête, les autres utilisateurs sur Reddit lui répondent et lui expliquent maintenant, nous, on n'a pas besoin d'intervenir, le truc s'arrête tout seul. Là, c'était pas le cas. Du coup, rapidement, on se dit qu'il faut qu'on intervienne et qu'on évite justement les spéculations dans lesquelles les utilisateurs rentrent dans un truc, dans un schéma mental bizarre, quoi. Du coup, c'est assez rapidement en interne, du coup, avec l'équipe dirigeante de Ledger, et notamment Pascal, notre CEO, qu'on décide de proactivement communiquer, expliquer ce qu'on est en train de sortir et pourquoi, comment. Et à partir de là, effectivement, là, c'est un marathon de communication, de podcast, moi, je me souviens, pour raconter un petit peu ma vie, c'était la semaine du week-end de l'Ascension. Et le week-end de l'Ascension, je devais aller à un mariage, du jeudi au dimanche. Et l'histoire commence à partir le mardi matin, du coup. Et je crois qu'on fait l'annonce le mardi après-midi. Et du mardi après-midi jusqu'au vendredi, du coup, je suis allé au mariage que le vendredi. Du mardi jusqu'au vendredi, j'ai fait que ça, que des podcasts, des interviews écrites, justement pour répondre à toutes les questions. Et au début, et comme les 3 questions dont je viens de te parlais, en fait, on les a pas eu directement toutes. En fait, il y a eu un petit peu des vagues. On est d'abord la première question, on veut pas de ce service. Bon, c'est facile, tu l'utilises pas. Ensuite, on a dit, mais comment c'est possible d'implémenter un tel service? Ah, ok, donc là, il y a un truc que vous avez pas compris. Là, j'étais super surpris de devoir répondre à ça. Mais voilà, on a fait. Et enfin, il y avait la résistance à la censure des gouvernants. Donc, il y a eu vraiment ces trois étapes condensées en 3-4 jours. Et là, effectivement, c'est intense. Et là, pour donner un petit peu des coulisses, moi, au début des premiers podcasts que j'ai fait, j'avais un peu peur de dire une bêtise, tu vois, de répondre à côté dans un truc qui est mal interprété. Je savais que sur le fond, tu vois, parce que parfois, l'entreprise a fait un truc pas bien, tu vois, pour une raison ou pour une autre. Il y a un truc où on a merdé, et là, il faut récupérer les pots cassés. Là, c'était pas le cas. Là, je savais qu'on avait tout bien fait, dans le sens où cette fonctionnalité, elle a du sens. Surtout pour les newcomers, si tu sais gérer ton backup, etc. tout seul, effectivement, t'as juste à pas l'utiliser, tout va bien. Mais tu vois, on n'était pas dans une situation où il fallait s'excuser d'un truc qu'on aurait mal fait. Tu vois, donc, j'étais assez confiant de ce point de vue-là. Mais par contre, j'avais un peu peur de dire un mot de travers, un truc comme ça, et tu sais, c'est vite fait, on coupe la vidéo, on met ça sur Twitter, et allez, c'est reparti. Donc au début, je t'avoue, les premiers podcasts, je faisais assez attention à ce que je disais, à pas dire de bêtises, quoi. Et après, bon, au fur et à mesure, bon, j'ai dû en faire 20 ou 30 en quelques jours, donc après, c'était plus machinal, tu vois, j'étais plus en mode pilote automatique. Mais les premiers, j'étais un petit peu en stress. Et aussi, il y a eu la question en interne de qui doit communiquer. Et donc là, on a rapidement parlé avec les équipes com. Et en fait, donc il y a 2 choses. Bon, déjà, moi, je suis là depuis 5-6 ans à Ledger, et du coup, des crises un petit peu entre guillemets, on en a connu quelques-unes parce que l'écosystème aime bien le drama, parce que l'écosystème, pour l'écosystème Ledger, c'est un player important. Si on était un player lambda, tout le monde s'en foutrait et personne, il y aurait pas de drama au final. Donc pour ces raisons-là, on a connu quand même quelques dramas. Donc moi, j'étais pas stressé dans le sens où je savais à quoi m'attendre, ce qui allait se passer. Et du coup, on a discuté avec la com, et rapidement, les équipes communication m'ont dit que c'était une bonne idée que ce soit moi qui soit sur le devant de la scène, parce que c'est très tech, et que rapidement, il y allait avoir des questions tech, et c'était le cas d'ailleurs, il y a eu presque que des questions tech. Et du coup, c'est pas moi qui était sur le devant de la scène sur ça, avec Yann aussi, avec Pascal un peu. Et voilà. Voilà comment ça s'est passé un petit peu en interne. Et d'ailleurs, ouais, je pense que, pour moi, ce que j'avais en tête, c'est que la dernière crise de Ledger, ça remontait à 2020, hein, quand il y avait eu la fuite du site e-commerce, Ouais. Shopify, une suite de centaines de milliers d'adresses mail, parfois physiques. Et là, est-ce que c'est la plus grosse crise qu'a connue Ledger? Moi, je pense plutôt à la crise du data breach là, que tu viens de mentionner. Je dirais qu'elle était plus grosse dans le sens où, là, pour le coup, on était un petit peu fautif, tu vois, et on était plutôt en train de, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le futur, mais il y a des trucs qu'on peut pas faire, c'est faire en sorte que cette data breach n'ait pas lieu, tu vois, il y a pas de, Oui, c'est vrai. c'est trop tard. Là, dans ce cas-là, comme je te disais, on n'a rien fait de mal, mis à part qu'on a mal communiqué. Tu vois, la release note dans Ledger Live, c'est pas la meilleure manière de mettre
aux yeux des utilisateurs une fonctionnalité qui est aussi transformative. Donc oui, ça c'est le truc qu'on aurait pu mieux faire. Mais par contre, ça remet pas en cause l'idée, quoi. L'idée de cette fonctionnalité qui a beaucoup de sens, surtout pour les nouveaux utilisateurs. Donc de ce point de vue-là, moi je pense que c'était vachement plus une crise de communication qu'une vraie crise. Et j'ai l'impression que ce qui prouve un peu mon point, c'est que ça a duré 4-5 jours et c'est pas que c'est terminé, mais on nous en parle assez vraiment peu maintenant, parce que je me souviens la data breach il y a 3 ans maintenant, un peu plus même. À chaque fois qu'on tweetait, c'était dessous, enfin quel que soit ce qu'on tweet, c'était on nous parlait de ça juste après. Moi, j'allais en conférence, dans des conférences de cryptographie, ou tu vois des trucs assez pointus, scientifiques même, tu vois. Et les gens, ils venaient me parler de ça. C'était tout le temps, et ça durait longtemps. Et même maintenant, d'ailleurs, enfin beaucoup moins maintenant. Le truc s'est un peu estompé évidemment. Mais même maintenant, parfois, on nous le ressort. D'ailleurs, là, pendant Recover, il y a eu quelques utilisateurs qui n'ont pas manqué de nous rappeler cet épisode. Ok. Et d'ailleurs, si c'était à refaire là, justement, la crise que vous avez vécue avec Recover, si c'était à refaire, comment vous y seriez pris en termes de communication? Vachement plus de communication proactive, expliquer le service, qui arrive, comment il marche, et éviter du coup, tu vois, les 2-3 jours de spéculation où tout le monde s'est demandé comment ce qui se passait, quoi. Voilà. Donc ouais, je dirais communication proactive, éducation, vachement plus expliquer pourquoi, comment ça marche, et éviter, ouais, de ne pas laisser de place à la spéculation où les gens ont commencé à rentrer dans des scénarios où Ledger était devenu le mal et que Ledger voulait mettre des backdoors dans les hardware wallets de tous les utilisateurs. Yes. Et ok, intéressant. Comment Ledger s'est grandi de cet épisode? Moi, ce que je te disais un petit peu là, pour moi, les retours d'expérience, ce que moi j'ai appris, c'est donc, la communication proactive, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est que je disais, c'est qu'en fait, l'écosystème, enfin, Ledger, c'est un player ultra important pour l'écosystème. Parce que, comme je te disais, ce genre de drame, ça n'arrive pas à un petit player dont tout le monde se fiche. Quand il y a eu, tu parlais des vidéos où gens qui mettent des coups de marteau, tu vois, quand ça devient aussi émotionnel, ça veut dire que c'est important. Ledger, c'est un truc important. Donc ça, je le savais, mais là, c'est devenu encore plus clair. Ensuite, il y a un truc pour lequel j'étais vraiment surpris, c'est vraiment la partie alors, comment ça marche un wallet, un hardware wallet. Moi, j'ai eu l'impression de passer ma vie, des 5 dernières années, à le répéter tout le temps, encore et encore, comment ça marche, quel est le modèle de sécurité. Bon, au final, j'ai l'impression que j'ai pas été assez écouté ou je l'ai pas assez bien dit, mais enfin, collectivement, je pense qu'il y a un truc où on aurait pu faire mieux en termes d'éducation, qu'il y ait moins de surprises sur comment ça marche un hardware wallet et un wallet en général. Et le dernier truc, qui est le truc le plus positif, je trouve, c'est que là, ça nous force à accélérer notre roadmap open source. On a toujours voulu aller vachement plus dans l'open source pour justement donner davantage de garanties et faire en sorte que les utilisateurs aient le moins possible à avoir confiance à Ledger. Mais c'est toujours le genre de truc, c'est un truc long terme, alors on se dit on le fera un peu plus tard, etc. Là, du coup, ça nous force à le faire et je trouve que c'est super positif. Et d'ailleurs, en interne, les équipes sont très contentes de ça aussi. Donc j'y accesse un peu mes retours d'expérience là-dessus. Super. Et dernière question, pour la petite anecdote, il y a Trésor, donc un concurrent français, qui a surfé sur votre polémique pour attirer des clients Ledger au même moment. Et bon, ils ont eu un bad buzz. Alors d'ailleurs, je crois que le bad buzz en question, c'est pour un fait qui remonte déjà il y a quelques années. Mais en gros, l'idée, c'est que des hackers qui auraient en leur possession, de façon physique, le hardware wallet de Trésor, ils pourraient le hacker. Ça soulève un point. Moi, j'ai l'impression que malgré la polémique, l'hardware Ledger, il reste quand même la solution la plus sûre. Est-ce que toi, tu considères que vous avez des concurrents vraiment sérieux? Enfin, pour toi, c'est qui le concurrent le plus sérieux sur le marché des hardware wallets? Alors moi, ce que je dirais en premier, c'est que déjà un hardware wallet, c'est vachement plus sécure que n'importe quoi d'autre, même un trésor. Ouais, ça, je pense que c'est important de le dire. Les gens qui laissent leur argent directement dans un software wallet, que ce soit Trust Wallet ou MetaMask ou je sais pas lequel, il faut savoir que s'il y a un malware sur leur ordi ou sur leur téléphone, ils peuvent perdre tous leurs fonds immédiatement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut dire en premier. Donc un hardware wallet, ça reste beaucoup plus sécure. Et d'ailleurs, pour compléter juste ce que tu dis, il y a Atomic Wallet, donc un wallet en ligne qui s'est fait hacker il y a pas longtemps, et les gens ont tout perdu. Exactement. Et d'ailleurs, sur Trust Wallet, on a trouvé une vulnérabilité en novembre dessus, qu'on a publié assez récemment on a fait un responsable disclosure avec Binance et Trust Wallet, puisque Trust Wallet, ça appartient à Binance.
Et il y avait une vulnérabilité qui permettait de récupérer tous les fonds de tous les utilisateurs Trust Wallet. Et du coup, on a aidé Binance et Trust Wallet, l'équipe Trust Wallet, à sécuriser tout ça. Mais même quand il n'y a pas ce genre de vulnérabilité, il faut bien savoir que s'il y a un malware sur ton ordi ou un malware sur ton téléphone, il peut récupérer tous tes fonds assez facilement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on utilise un software wallet. Si c'est juste, je sais pas, 50 € et qu'on n'a pas de problème avec perdre 50 €, bah, c'est très bien d'utiliser un software wallet. Si ça commence à être conséquent, au moins pour toi en tant qu'utilisateur, un hardware wallet, ça reste la meilleure solution. Après, en termes de concurrence, bah, disons que je pense que sur les aspects sécurité et aussi sur les aspects couverture de fonctionnalités, je pense que il y a 4-5 ans, peut-être avec Trésor, on pouvait se tirer un peu la bourre, mais ils ont décidé de se focus plus sur Bitcoin, de moins grossir. Donc je dirais que dans tout un tas de dimensions, Ledger c'est devenu beaucoup plus attractif pour les utilisateurs. L'expérience utilisateur elle est bien meilleure, on a beaucoup plus de coins, il y a Ledger Live, il y a donc pour ces raisons-là, je dirais que bah, ça fait partie des raisons pour lesquelles Ledger est vachement plus successful que Trésor. Et sinon, les autres propositions qu'il peut y avoir sur le marché, je pense un peu à Coldcard. Coldcard, c'est un truc qui est assez sympa, mais déjà, c'est que Bitcoin, et là, par contre, c'est vraiment pour les geeks. Ledger, je trouve que parfois, c'est un petit peu trop pour les geeks. Coldcard, là, c'est vraiment le niveau supérieur, quoi. Voilà, donc, il y a ça qui peut être intéressant. Et là, en ce moment, je suis assez intéressé par l'offre de Square, Block, donc les entreprises de Jack Dorsey là, autour de Bitcoin. L'idée c'est d'avoir Cash App avec un sorte de hardware wallet, mais c'est pas tout à fait un hardware wallet, il n'y a pas d'écran, etc. Bon, on sait pas encore l'ensemble des détails de la chose, mais je suis assez intéressé. Puis en fait, moi ce que je me dis, c'est que plus il y a de players, enfin le gâteau est très très grand, donc et il va devenir de plus en plus grand. Donc plus il y a de players et plus ça légitime notre marché, et puis ça nous force aussi nous Ledger à toujours nous renouveler, à s'améliorer, à trouver des nouvelles features pour améliorer le UX. Donc tout ça c'est positif. Voilà. Top. Merci beaucoup Charles pour ta transparence et pour ton temps. Du coup, la feature Recover, tu as une date déjà de lancement en open source, hein, de ce que je comprends cette fois-ci. Exactement. Bah du coup, on va sortir ça dans les mois qui viennent. Bon, je sais pas si non, je crois pas qu'on ait communiqué sur une date encore, donc je vais éviter de faire leaker Ouais. des choses. Bon, ouais, dans les mois qui viennent, on va la sortir avec bah du coup toute la plus grande transparence possible. Et en plus quelques features qu'on pensait implémenter plus tard, bah du coup on les bundle et on va les sortir. Enfin, elles seront prêtes dès la sortie. Ça marche. Merci beaucoup pour ton temps et c'est top. Bah merci Gary de m'avoir invité.